Alors, sur le côté, toujours dans la démagogie, ça fait partie de la tiraille du démagogue parfait, légalisation du cannabis. Alors ça, c'est terrifiant, hein. Alors, la légalisation du cannabis, si on écoute les discours, on vous dit que c'est parce que la lutte contre le trafic de drogue du cannabis a été totalement inutile, que quand on démantèle une filière, il y en a 10 qui se recréent derrière, que le tout répressif ne marche pas parce qu'il y a trop de consommateurs, blablabla, tout ça, et que en fait, c'est les consommateurs qui créent finalement le marché. Enfin bref, tout ça. La réalité, c'est qu'on n'a jamais réellement lutté contre le trafic de drogue, que ça représente des sommes de bénéfices énormes. Seulement pour le cannabis, je rappelle que le Maroc est le pays qui produit à peu près 70-80% de la production de cannabis dans le monde et que la plupart des cultures appartiennent au roi du Maroc. Voilà. Donc cherchez l'erreur. Voilà, vous comprendrez peut-être pourquoi le cannabis passe aussi facilement. La frontière, hein, j'entends. Mais bon, je ne m'arrête pas là-dessus. Je m'arrête que sur le fait que je vais vous prouver que ça ne sert à rien d'arrêter le cannabis. Ça n'aura aucun effet. On vous dit que donc si on veut légaliser le cannabis, si on légalise le cannabis, de fait, ça tuera l'économie clandestine, l'économie de mafia, de trafic, puisque comme il sera effectivement légalisé, l'économie sera, elle, gérée par l'État et que la vente, comment ça s'appelle, les consommateurs viendront se fournir dans des magasins d'État et qu'en plus, double avantage, l'État pourra vendre un cannabis dont le degré de toxicité, là, le TH, je ne me rappelle plus, enfin bon, la substance toxique qui est attrayante dans le cannabis, hein, l'État pourra contrôler la dose de cette substance toxique. Et donc vendre un cannabis moins toxique et par là avoir une politique de santé publique qui fera qu'on pourra plus facilement contrôler la consommation et à terme peut-être la diminuer, voire utopiquement l'éliminer. Voilà. Le trafic de drogue est déjà le trafic de cannabis s'est déjà investi sur ce cannabis, ce nouveau cannabis qui est extrêmement puissant et qui donc a un succès énorme, et donc c'est ça le futur du marché du cannabis. Le fait de légaliser le cannabis et de vouloir vendre du cannabis qui aurait un taux de toxicité plus bas, immédiatement ça va faire exactement l'effet contraire, c'est-à-dire que premièrement, ça va accélérer la vente du cannabis plus puissant, donc du cannabis illégal, hein, puisqu'ils se démerderont à faire en sorte qu'il soit moins cher que l'autre, hein, et qui sera beaucoup plus intéressant pour tous les gens qui ont envie de fumer des pétards. Voilà. Et donc, immédiatement, l'effet immédiat, ce sera non seulement on ne démantèlera pas les filiales, mais au contraire, elles se réalimenteront et elles se réénergiseront. Voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, en fait, on vous raconte des histoires, c'est que le futur du trafic de drogue n'a rien à voir avec le cannabis, ni même la cocaïne, ni même l'héroïne. Le futur du marché de la drogue, c'est les drogues chimiques, voilà, synthétiques, voilà. Les acides, enfin tous ces trucs-là. C'est des drogues qui n'ont plus aucune contrainte pour la fabrication, d'être cultivées dans certains climats, avec la contrainte d'être obligé d'être transporté d'un continent à l'autre ou d'un pays à l'autre, passer les frontières, enfin bon, ça oblige à une organisation de fou, hein. Non, là c'est des drogues qui se fabriquent dans des laboratoires. Il suffit de louer un appartement, on monte de 100 mètres carrés, on monte facilement un laboratoire et on produit des quantités hallucinantes. Voilà. Avec l'autre avantage que ces drogues chimiques sont toutes petites, c'est-à-dire qu'au niveau de l'espace, un petit sac comme ça contient des milliers de doses.
Donc vous voyez le nombre d'avantages. Si vous avez plus le truc de c'est des camions entiers d'herbe ou je sais pas quoi qui passent. Non, c'est un sac comme ça, c'est des milliers de doses. Donc ça c'est le futur. En plus c'est très peu cher, ça rapporte énormément, peu d'investissement, ça rapporte énormément. Enfin bref. Ça c'est une chose. Et en plus les modes de deal sont 10 fois plus faciles, c'est-à-dire, et ça se passe déjà, hein, c'est n'importe qui peut dealer, hein, un petit étudiant un peu filou, et il peut faire ça, aller à sa fac, prendre une petite poignée, la mettre dans sa poche, et il peut faire un fric fou. Voilà. Et ça c'est un truc qui est... qui se voit déjà. Donc la légalisation du cannabis, c'est en plus d'une mesure totalement démagogique et inefficace, c'est en plus une mesure dangereuse au niveau du soi-disant combat de la drogue, parce que en légalisant le cannabis, on crée un précédent, c'est-à-dire que c'est un État, pour la première fois, l'État qui gère la vente d'une drogue. Or, tout ça, ça indique qu'a priori, on s'achemine vers une société de la drogue, de la consommation de drogue, et on est déjà passé, on a déjà passé le cap, hein, puisque aujourd'hui, on le sait, les antidépresseurs et les anxiolytiques sont consommés à des doses énormes, d'accord, et on sait qu'on a toujours plus de part de la population dépendante de ces médicaments, voilà, qui sont assimilés à des drogues. Hein. Voilà. Et donc, on introduit le cannabis dans ce champ-là. Il est évident qu'après, on en introduira d'autres. Et puis, un jour, on aura des supermarchés de la drogue. Et qui gérera ça avec l'État? Eh bien, évidemment, à un moment donné, quand ça deviendra un enjeu commercial tellement important, comme ça l'est déjà aujourd'hui, mais un enjeu commercial légalisé, eh bien, vous aurez des intérêts économiques qui viendront de se greffer dessus. Et donc, vous aurez des multinationales de la drogue tout à fait légales. Voilà, et donc on aura, super génial, un peuple d'abrutis complètement amortis qui vote à 16 ans, qui est super content parce qu'il a un droit d'avortement dans la Constitution, mais qui fait plus de gosses, voilà, et enfin, bon, bref, voilà, donc génial, quoi. Le pied, bravo Mélenchon, t'es vraiment un fils de pute, voilà. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, dans la catégorie, on nous prend pour des imbéciles, il y en avait une autre, mais bon, je ne sais plus, donc je vais passer à autre chose. Le terrorisme. Alors, le terrorisme, alors, ben, il annule l'état d'urgence. Bon, on pourrait dire, ouais, bon, a priori, ça fait des années qu'on est en état d'urgence, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert a priori qu'à limiter les droits du citoyen. Alors, bon, je suis relativement d'accord avec ça, sauf qu'il faut voir ce que tu mets à la place. Hein, parce que, bon, le terrorisme, c'est plutôt en train de s'accélérer, quoi. C'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Et donc, eh ben, rien. Pire, par exemple, annulation des opérations sentinelles, c'est-à-dire ce qui permet à un moment donné de mettre un grand coup de bambou sur des réseaux, de surveiller et tout. Non, ça c'est fini. Voilà. 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 De sécuriser des endroits, enfin, non, c'est terminé. Voilà. Alors, bon, qu'est-ce qu'il fait contre le terrorisme? Bon, il parle du renseignement, mais enfin ça, le renseignement, oui, c'est très très important. Mais si on utilisait les renseignements qu'on avait déjà, voilà, et qu'on en faisait quelque chose, mais le terrorisme islamique, il serait à genoux, là. Voilà. Le problème, certes, il faut améliorer le renseignement et tout, d'accord. Mais ce qu'il faut, c'est agir. C'est juste ça. C'est-à-dire, il faut les prendre et puis, voilà, s'occuper de ces personnages malfaisants. Voilà. Dans le genre, il veut annuler la loi de sûreté. Voilà. Alors, la loi de sûreté, c'est quoi? C'est la loi qui permet de surveiller un délinquant une fois qu'il a fait sa peine. Voilà.
C'est-à-dire, justement, un terroriste, par exemple, ou un violeur, ou je sais pas quoi. Le mec, par exemple, peut lui mettre un bracelet électronique, ou l'obliger à venir pointer régulièrement, je n'en sais rien, au commissariat, ou je sais pas quoi. Voilà. Non, c'est fini là, parce qu'on est dans un monde super cool. C'est pas la peine maintenant. Voilà. L'objectif, c'est on vous annonce que maintenant on vit dans un monde cool. Voilà. Bon, super. Voilà. Donc il y aura toujours plus de gens qui vont se faire massacrer la tête, toujours plus de terrorisme. Et ça. Vous voyez, je ne vais pas prendre tout le programme, sinon on a pour des heures, mais je vous donne juste des petites indications pour vous montrer que vraiment on vous prend pour des ânes, quoi. Quoi d'autre? Ah oui, alors, il y en a une qui est très très bonne. Alors, je reprends. Loi mémorielle sur l'Algérie française. Toute personne, donc ça c'est incroyable, hein. Toute personne qui serait prise à défendre des positions en faveur de l'Algérie française serait accusée et condamnée pour apologie de crimes de guerre. Voilà. Alors, c'est incroyable, quoi, faire ressortir la guerre d'Algérie aujourd'hui. On se demande pourquoi. C'est absurde. Mais alors, ça, par exemple, c'est le genre de truc qui, typiquement, fait comprendre tout le projet de Mélenchon et c'est quoi ses objectifs. J'explique. Ça s'appelle une loi mémorielle, en gros. Voilà. Et donc, l'objectif, il est multiple. Le premier, déjà, c'est de faire fermer sa bouche et d'interdire à quiconque de raconter une histoire de la guerre d'Algérie et de l'Algérie du temps de la colonisation qui ne serait pas conforme à l'histoire politiquement correcte et l'histoire officielle. Voilà. Or, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui racontent une autre histoire que l'histoire politiquement correcte et officielle. Et quand je dis qu'il y a beaucoup de gens, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a environ 2 millions. Voilà. Je vous explique pourquoi. Parce que tous les pieds noirs, les rapatriés, se sont exilés à la suite de la guerre d'Algérie, ils sont environ 1 500 000, 700 000, enfin voilà. Plus tous les harkis et tous les Algériens qui ont fui d'Algérie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu énormément d'Algériens, en plus des harkis et des pieds noirs, qui se sont fait massacrer après la guerre d'Algérie. Voilà. Parce que contrairement à ce qu'on croit, il y avait pas mal de gens qui étaient pour l'Algérie française. Mais enfin, bref, peu importe, je ne vais pas m'étendre sur le problème de l'Algérie, mais là, on voit, et tous les pieds noirs étaient en faveur de l'Algérie française, même si ce qu'on appelle spécifiquement l'Algérie française, c'est la période où l'armée secrète de l'OAS s'est révoltée contre la décision de De Gaulle qui a décidé de rendre l'Algérie aux Algériens. Je précise, je ne remets pas en cause l'indépendance de l'Algérie et la volonté du peuple algérien de se libérer de la France. Ça ne me pose aucun problème. Mais l'histoire, c'est l'histoire. Voilà. Or, apparemment, Mélenchon, ça le gêne qu'on raconte toute l'histoire de l'Algérie et de la guerre d'Algérie. Apparemment, ça le gêne. Et on comprend que ça puisse le gêner. Puisque l'histoire de la guerre d'Algérie, en plus d'être une sale guerre, c'est une sale histoire. C'est-à-dire, une histoire, c'est pas l'histoire angélique des bons et des méchants. C'est une histoire où il y a 0 bon et 0 méchant. Et par contre, un peuple, qu'il soit algérien ou pied noir, un petit peuple, qu'il soit algérien ou pied noir, qui s'est fait ravager la tête avec des morts, en veux-tu, en voilà, un bain de sang, enfin une catastrophe. Voilà. Donc ça, c'est quoi? Ça s'appelle une allégeance au gouvernement dictatorial de l'Algérie actuelle, d'accord, qui n'arrête pas de faire du chantage à la France. Ça s'appelle vouloir faire fermer sa bouche à tous les témoins, parce qu'il y en a encore beaucoup, hein, c'était dans les années 60, il y a encore beaucoup de gens qui ont vécu ça, et Mélenchon en fait partie, puisque lui, il est fils de pied noir, d'accord? Il est arrivé en France à la suite de la guerre d'Algérie, malgré que lui, il soit issu du Maroc. Ça, c'est une chose. Et, surtout, c'est fait
pour préparer son grand projet d'Euro-Maghreb, d'accord? Et l'objectif, c'est, dans le cadre, que je vous dis que c'est un mondialiste, j'invente pas, dans le cadre d'un projet mondialiste qu'il a en tête, enfin, lui, pas lui tout seul, hein, il en fait juste partie, donc il fait sa part du boulot, c'est de préparer et d'obliger à créer une histoire officielle, une histoire politiquement correcte, qui sera l'histoire qu'on enseignera officiellement à nos chères petites têtes blondes, ou pas blondes d'ailleurs, et pour pouvoir créer une histoire mondiale, c'est-à-dire une histoire qui soit plus remise en cause. Et donc là, on voit toutes les opérations de mise en branle d'une mutilation de la pensée, de l'histoire et une forme de dictature qui ne dit pas son nom, en vue de créer et de lisser toute l'histoire en vue d'un projet mondialiste, et en tout cas, dans un premier temps, avant que d'être mondialiste, intercontinental entre l'Europe et l'Afrique. Voilà. Et voilà, bon, donc encore un signe clair de démagogie, de manipulation, hein, et comment on va dire, et d'allégeance au gouvernement, notamment algérien, mais pas que, et on voit bien dans quel but. Hein, voilà. Et donc de pouvoir aussi, j'allais oublier de dire ça, continuer dans la lancée d'un travail de la mauvaise conscience sur le peuple français qui pétrit de culpabilité et de culpabilité, n'aura plus aucune force morale et hésitera à se rébeller contre les migrations massives et démultipliées qu'on nous prépare. Parce que si vous croyez que les migrations massives c'était aujourd'hui, vous n'avez rien vu. Ça va être, vous allez voir, ça va être le déferlement. Voilà, je vous le dis. Voilà. Si on fait rien. Voilà. Et alors, avec Mélenchon, ça va être le délire total. Alors, qu'est-ce qu'on a encore dans la série dans la série, voilà, qui continue un peu sur le même... Donc, lui, ce qu'il veut, c'est annuler la dette des pays sous-développés. Ah bon? Bon, pourquoi pas. Alors, il faut quand même dire quelque chose à ce propos. La dette des pays sous-développés, si vous l'annulez, étant donné qu'en plus il demandera d'annuler, dit-il dans son projet, une partie de la dette française, il faut expliquer à tout le monde ce que ça veut dire. Annuler ces dettes-là, ça veut dire derrière un krach boursier. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on a des dettes qui sont très anciennes, qui se montent à des montants énormes, on est simplement en train de dire, premièrement, qu'on n'est pas capable de payer, et deux, que l'argent ne vaut plus rien. Voilà. Et le problème d'une dette, c'est pas le truc, vous me devez de l'argent. Non. Le problème, c'est qu'une dette, ça s'achète, une dette, ça se négocie, et une dette, ça se commercialise. Donc une dette, ça a une valeur sur le marché boursier, sur le marché économique. Voilà. Et ce petit monsieur semble l'ignorer. Et donc, alors, ou il ne veut pas le faire parce qu'il n'est pas fou, et à ce moment-là, c'est de la démagogie et il fait ça pour vous embrouiller et récupérer des votes, ou il veut le faire réellement, et alors, il est ou fou, ou il fait partie d'un projet qui consiste à créer un krach mondial boursier artificiellement, afin de remettre les pendules à zéro et de créer des monnaies au minimum continental. Encore une fois, c'est ou de la démagogie ou de la participation active déguisée au projet mondialisme. Si vous vous intéressez à ce domaine, je ne vais pas m'attarder là-dessus, intéressez-vous à tous les projets de création d'une monnaie mondiale et vous verrez qu'à chaque fois, un des moyens principaux d'y arriver, c'est le krach boursier. Voilà. Il n'y a pas que celui-là, mais c'est un des plus communs et un des moins violents. Je dis bien un des moins violents. Voilà. Bon, alors je vais continuer. Alors,
Alors oui, alors donc il va dénoncer, donc arrêter les accords bilatéraux entre les pays, entre la France et les pays émergents et les pays sous-développés, donc surtout les pays d'Afrique, où il s'agit en échange d'un financement pour des projets de développement que la France pourrait octroyer par exemple des pays africains ou investir sur des projets de développement en échange du fait que ces pays empêchent leurs ressortissants d'émigrer en France. Voilà. Donc ça, on annule ça. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est qu'on investit dans des projets de développement sans contrepartie, c'est-à-dire en donnant effectivement la possibilité à ces pays de nous envoyer leurs ressortissants. Voilà. Donc si ça, c'est pas clair, vous voyez, quand vous mettez ça en regard avec toutes ces mesures sur l'immigration, ces mesures que je vous ai démontrées qui étaient toutes mondialistes, les annulations de dettes, enfin bon, bref, c'est fou, quoi. Alors, si vous mettez par-dessus la police, la brigade spéciale de la police antidiscrimination et qu'est-ce qu'il y avait, et la loi anti-Algérie française, alors là, bon, enfin, vous avez compris de quoi il s'agit. Le mec est en train de mettre tout en place, tous les éléments d'un projet de mondialisme accéléré à travers l'émigration, d'accord, et le règlement en coupe, la mise en coupe réglée des citoyens français pour que personne ne puisse s'opposer à ce projet. Voilà. Ça, c'est la réalité. Et donc, tous les abrutis là, qui sont super baba cool et tout, qui veulent libérer le monde et tout, ils y vont droit comme des moutons et ils ne savent pas qu'ils sont en train de rentrer dans la tanière du loup, quoi. Voilà. Et encore, j'attaque pas le projet économique parce que le projet économique, je l'attaquerai un petit peu, mais bon. Alors, on va continuer dans la série. Alors oui, paiement de réparation aux pays émergents pour les dommages environnementaux, car, dit-il, seuls les pays développés et les pays du Nord sont responsables des dommages environnementaux causés aux pays émergents. Ah bon? Là, il vous prend vraiment pour des cons. Et là, on est vraiment dans la série. Alors, on continue la culpabilisation du peuple français et de tous les peuples européens occidentaux de manière générale. Et voilà, donc l'objectif encore, c'est la mondialisation. Et c'est de vous mettre à genoux pour que vous acceptiez qu'on vous détruise et qu'on vous mette en coupe réglée. Voilà. Alors, moi, je vis au Brésil, donc Brésil, pays émergent, d'accord? Le Brésil, c'est un pays pollué, mais c'est la folie, d'accord? Alors, je vais vous donner un exemple très précis. L'année dernière, il y a la plus grande entreprise d'extraction de minerais du Brésil, qui s'appelle la Vale, qui a créé une catastrophe environnementale sans aucun précédent. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un barrage qu'ils avaient construit pour faire une réserve d'eau, parce qu'ils avaient besoin d'énormément d'eau pour laver la terre qu'ils extrayaient, à partir de laquelle ils tirent les minerais voilà, qu'ils extraient. En disant que le Brésil, c'est un des pays qui a une des plus grandes activités d'extraction de minerais. Hein. Le Brésil est très très riche en minerais. Qu'est-ce qui s'est passé? Le barrage a cédé et donc, évidemment, l'eau boueuse s'est répandue en aval. Ça a détruit plusieurs villes. Enfin bref, ça a détruit, mais il faut voir, ça a détruit un fleuve, un littoral entier. Enfin, c'est terrible parce que en fait, cette eau était remplie de minerais lourds, de métaux lourds. Voilà. Et donc, toute la région est empoisonnée. Donc ça veut dire qu'un des plus gros fleuves du Brésil a été complètement empoisonné, plus de poissons, des villes ensevelies, des gens contaminés, enfin bon, c'est une catastrophe, des centaines de morts, tout le littoral, hein, parce que c'était dans l'intérieur du pays, mais bon, ça s'est déversé, tout le littoral est pollué, enfin c'est une catastrophe, d'accord. Et ça, je peux vous dire que c'est des histoires comme ça, il y en a plein au Brésil.
D'accord? Le Brésil, c'est un des pays qui, par exemple, utilise le plus de pesticides. Donc, je ne vous dis pas les problèmes de santé que ça crée. Et donc, ils polluent leurs terres et tout ça. Donc, vous voulez dire quoi? On va payer une taxe pour dommages environnementaux au Brésil parce qu'il est en train de saccager son pays? Mais vous êtes fous, vous. Non, non, c'est l'inverse. On devrait lui mettre des amendes pour l'obliger à être écologiquement correct. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'inverse. Les pays qui polluent plus, c'est les pays émergents. C'est pas les pays, contrairement à ce qu'il dit. D'accord? Bon, allez voir en Chine ce qui se passe. Voilà. Bon, hop, j'ai résolu ce sujet aussi. Encore une preuve. Alors, ah oui, alors, deux petites mesures que j'ai oubliées, mais qui sont dans la série justice, terrorisme et compagnie, là. Alors, suppression de la BAC. La BAC, c'est quoi? Hein, donc après, je vous rappelle, suppression de la loi de sûreté. Hein, maintenant, suppression de la BAC. La BAC, c'est la brigade anticriminelle. Ah, donc le mec qui supprime la brigade anticriminelle, comme ça, parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, la délinquance en France, c'est devenu un truc totalement dingue, hein, de fou. Hein. Mais lui, il supprime ça. Par contre, il met une brigade spéciale de la police anti-discrimination. Ça, oui, pour vous faire fermer votre gueule. Hein. Anti-discrimination, je vous rappelle, c'est anti-vous. Voilà. Voilà. Par contre, il va mettre une police de proximité parce que c'est vachement bien, on est proches, on est copains avec les gens, mais pas armés. Voilà. Voilà. Et je rappelle, je crois que si je ne me trompe pas, il veut enlever à la police les tasers et les trucs à balles de caoutchouc. Enfin bon, bref, voilà. Et je rappelle, hein, pour ne pas oublier, la délinquance en France augmente tous les ans. Hein, c'est des augmentations énormes. Je crois que c'est à 30, chaque année, c'est entre 30 et 40% chaque année surtout. Voilà. Il n'y a rien qui diminue, tout augmente. Dans les prisons, il y a 25% d'étrangers et plus 70% de musulmans. Voilà. Donc, alors on va dire, ah ouais, mais t'es islamophobe. Non, je suis rien du tout, ni phobe, ni fil, ni... Je m'en fous. Juste, il y a des chiffres. Et les chiffres, ils sont rien, c'est que des chiffres. Voilà. Et je suis gentil, je ne vais pas vous en donner beaucoup. Hein. Alors, on va continuer et puis terminer sur, bah tiens, justement, l'islam. Alors, et la religion et la laïcité, par votre conséquence. Alors, quelle est la position de Mélenchon à ce propos? Alors, ben, c'est simple. Lui, il dit très clairement, il n'y a aucun problème avec l'islam, pas plus qu'il y en a avec les autres religions. Moi, ma position, dit-il, je suis pour la laïcité. Voilà, l'État et la religion doivent être totalement séparés. La religion ne doit pas entrer dans le politique. Bon, très bien. Sauf que il ne reconnaît pas que l'islam a en France une activité et de prosélytisme et un plan politique. Voilà, ça, il ne le reconnaît pas. C'est-à-dire, on dirait qu'il ignore que l'UOIF est lié aux salafistes et aux frères musulmans. Non, mais ça, non. Voilà. Il ne le sait pas. Voilà, tout le monde le sait, mais lui, non. Et il ne veut pas en tenir compte. D'accord. Lui, il met toutes les religions sur un plan d'égalité. Peut-être qu'il faudrait qu'il commence à lire le Coran, puis surtout peut-être qu'il faudrait qu'il, je sais pas, qu'il vive dans le monde dans lequel il vit, quoi. Le monde réel. Voilà. Et donc, bah alors par exemple, sur des sujets précis, est-ce qu'il autorise les signes ostentatoires? Alors, oui, dit-il, sauf la burqa, c'est-à-dire le truc, l'habit de fantôme, là, où on dirait un ectoplasme qui se balade, ça, non, bon, d'accord. Dit-il parce qu'on a le droit de se dévisager. Enfin, bon, le mec, il a un petit problème. Mais, voilà, pour lui, les signes ostentatoires, bah, tout le monde est motivé à avoir le droit de s'habiller comme il le veut. Bon, très bien. Bon, bah, apparemment, il n'a pas compris exactement de quoi il retournait.
Apparemment aussi, c'est une tolérance de l'islamisme intégriste qui est en train de ravager notre pays. Et surtout, ils refusent de reconnaître que nous avons un problème civilisationnel, un problème culturel. C'est-à-dire que, effectivement, tout le monde sait, même les plus babacools qui ne veulent pas voir la réalité, tout le monde sait qu'à un moment donné, alors que nous, on est un pays qui avons mis en coupe réglée l'Église chrétienne et inventé la laïcité et créé un mode de vie qui fait que bon, les choses se passaient relativement bien, on ne supportera pas de manière, sur un plan civilisationnel une religion comme l'islam qui croit à la vitesse de la lumière et qui revendique toujours plus de spécificité, de droits, de place, voilà. Et si on ajoute ça avec l'immigration, qui est une immigration qui en majorité vient de ces pays, plus le prosélytisme, on sait qu'on est en train de se préparer une bombe atomique, quoi, dans les 10 ans qui viennent. Et non, il ne veut pas le voir. Et donc, l'attitude angélique, pseudo-angélique de Mélenchon est exactement l'attitude que les intégristes islamistes attendent des autorités françaises pour avoir le temps de créer, de progresser suffisamment pour après imposer leur vue. Voilà. Je vous rappelle, le président de l'UOIF, dans un congrès au Bourget, disait il y a quelques années, on ne peut pas nous interdire le rêve de penser que dans quelques années, la France sera musulmane et que la société française sera musulmane. On ne peut pas nous interdire ce rêve. Voilà. Donc, à vous, tous les petits jeunes, là, super gauchos, démocratiques, machin, tout super cool, qui veulent être tous frères, je vous conseille de réfléchir et de vous cultiver, parce que bientôt, être frère, ce sera fini. Ce sera un truc, ce sera même plus possible de le penser. Voilà. Donc, agitez-vous vite, parce que ça va pas le faire, quoi. Hein, voilà. Alors bon, je ne vais pas m'attarder non plus là-dessus, c'est une hypocrisie totale, d'accord, de la part de Mélenchon. D'ailleurs, il faut dire, j'en terminerai là-dessus, que la raison pour laquelle il ne veut pas reconnaître qu'on a un problème très grave avec l'islam, hein, elle est double, elle est parce que ça nuirait à son projet mondialiste et son projet immigrationniste. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, parce que c'est reconnaître que le projet mondialiste en soi est un projet de fabrication de conflits et que donc, s'il sait, et évidemment qu'il le sait, tous les mondialistes le savent, c'est un projet de création de conflits, ça veut dire que c'est la stratégie du chaos et que, comme tout le monde sait, la stratégie du chaos vise à prendre le pouvoir in fine, après le chaos. Quand on arrive comme la cavalerie pour sauver les gens du chaos, voilà, et imposer son ordre, qui serait en l'occurrence le nouvel ordre mondial. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour. Je pourrais attaquer le projet économique de Mélenchon. Ça serait un peu long, mais ce qu'on peut dire en gros sur son projet économique, c'est qu'il embrouille tout le monde, là encore. C'est vrai qu'il a quelques bonnes mesures, bon, d'accord, mais il ne fait pas la seule chose qu'on doit faire quand on veut se battre. Enfin, les deux choses qu'on doit faire quand on veut se battre contre le monopole des multinationales, contre les gros méchants qui gagnent plein de fric et tout, qui ne sont pas les imposer au-dessus de 33 000 euros de salaire, enfin tous ces trucs-là, ça c'est des bêtises. Les deux choses qu'on doit faire quand on veut se battre contre un système, c'est
l'abolition des monopoles, c'est-à-dire casser les monopoles, c'est-à-dire interdire à des gens d'avoir 10 marques de voitures, 10 journaux, 14 banques, des boîtes dans l'agronomie, je ne sais quoi, dans l'électricité, l'eau, enfin bon, bref, voilà, c'est-à-dire ce qu'on appelle les monopoles. C'est-à-dire l'interdire et les démanteler, ça c'est la première chose. Donc c'est pas empêcher les gens de faire du profit, c'est empêcher les gens d'avoir des monopoles, d'accord ? Oui, et donc empêcher le transfert des pouvoirs politiques des États, des nations, vers les institutions internationales, les organisations internationales du type par exemple la Commission européenne, ou par exemple l'OTAN, et empêcher les transferts de pouvoirs politiques, sa défense nationale entre les mains d'une institution telle que l'OTAN, qui maintenant c'est prouvé, tout le monde le voit clairement, nous entraîne dans des guerres et en fait fait une politique internationale, en l'occurrence, et mondialiste et pseudo-états-unienne, parce qu'en fait c'est une caste, hein, c'est pas spécialement les États-Unis. C'est vrai que les États-Unis sont devenus ingouvernables par la politique, c'est une caste qui la gouverne, bon, voilà. C'est très difficile. Mais enfin bon bref. Donc ça c'est les deux choses qu'il faut impérativement faire quand on veut se battre contre soi-disant les gros méchants, les gens de l'argent, démanteler les monopoles et empêcher le transfert politique, du pouvoir politique des États-nations vers les organisations internationales. Or, Mélenchon ne le fait pas. Il fait même le contraire ou des mesures qui noient le poisson, hein, puisque l'Europe il a déjà abandonné. Hein. Il vient d'annoncer il y a quelques jours que bon, finalement il ne se battrait pas trop pour ça, pour la récupération de la souveraineté et de la monnaie, entre autres choses, et l'abolition des monopoles, il n'en parle même pas, il ne le propose même pas. Lui, ce qu'il propose, c'est quelques nationalisations, mais ça n'a absolument aucun poids si on ne sort pas de l'Europe. Je ne vais pas continuer sur le programme économique de Mélenchon, parce que ce serait trop long, et bref. Je dirais quelques mots de sa 6e République, qui est une énorme arnaque, qui est tout à fait dans le cadre de ce projet mondialiste. Pourquoi ? Parce que, alors, la première chose, c'est que, étant donné les propositions de son programme, en dehors de la 6e République, et ce qu'il compte faire en France, on se doute bien qu'au moment où la Constituante s'ouvrira, bien des choses auront changé, et notamment la notion juridique de peuple français et la notion de qui peut accéder à la citoyenneté et donc au droit de voter. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il fait vraiment, on fait rentrer le lourd dans la bergerie. Et donc, s'il fait tout ça, et s'il fait 16e République, c'est pour que tout ça soit coulé dans le béton définitivement. Voilà, j'attire bien votre attention là-dessus. Ça s'appelle un coup d'État qui ne dit pas son nom. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que dans la Constituante, il fera passer tout ce que lui, il a dit avant, et notamment le droit de révoquer, quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui est fondamental, le droit de révoquer n'importe quel élu à partir du moment où, par référendum populaire, national, et à partir du moment où un certain nombre de citoyens demandent l'expulsion du pouvoir d'un élu. Alors je ne sais plus combien c'est, si c'est 500 000 ou 1 million, peu importe, ça pourrait même être 2 millions, ou 3 ou 4, ça ne changerait rien. Ça, c'est une énorme arnaque antidémocratique, alors qu'elle a tous les apparats de la démocratie. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'avec 500 000 personnes, ou 1 million, mais je crois que c'est 500 000 si je ne me trompe pas, enfin peu importe, le nombre ne change pas la problématique. Vous pouvez bloquer le fonctionnement démocratique d'un État, et donc il suffirait d'avoir un parti qui aurait des relais suffisamment puissants dans le peuple et créer une espèce de caste de peuple dans le peuple, de caste dans le peuple, pour arriver
à empêcher tout le système démocratique de fonctionner naturellement et de l'influencer de manière décisive. Je veux donner un autre exemple ici pour que les choses soient bien comprises. Toutes, par exemple, les fameuses milices dont parle Maduro au Venezuela, qu'il menace d'armée si le peuple continue à manifester dans la rue, eh ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce genre de gouvernement et ce genre de petits bonhommes, ce qu'ils font, c'est créer des relais dans tous les quartiers, dans toutes les villes, et tout ça, ça fait un ensemble de gens acquis aux leaders maximaux, enfin bon voilà, à l'idéologue adulé. Et ces gens-là, on peut les actionner quand on veut. Donc ça, cette proposition, c'est typique. Voilà. Donc, je veux qu'il n'y ait aucun doute, je suis un convaincu absolu et total de la démocratie. Mais si on veut rendre la démocratie au peuple, c'est pas comme ça qu'on fait. Le référendum populaire, effectivement, c'est quelque chose de très intéressant, mais qu'on n'applique pas absolument à tout. Et surtout qu'on n'applique pas aux structures qui font que la République est un état de droit, vous entendez bien ce que je vous dis, est un état de droit juridiquement parlant. C'est-à-dire que si on crée une juridiction de la République qui fait qu'on peut remettre en cause sa juridiction tous les trois jours, alors c'est comme s'il n'y avait plus de juridiction. Voilà. Donc ça, c'est des manipulations qu'il faut repérer. Je sais que c'est pas facile au départ, mais enfin, c'est comme ça. Voilà. Donc quand on veut réellement faire que la démocratie fonctionne beaucoup mieux que celle qu'on a aujourd'hui, qui est totalement déficitaire, on peut faire appliquer le référendum populaire, effectivement, sur certaines choses. Et surtout, on travaille sur les mécanismes de contrôle du pouvoir qui sont les assemblées, le Sénat, et surtout la liaison entre le politique et l'économique, voilà, et le médiatique. Donc je ne vais pas m'étendre parce que je pourrais faire une vidéo de 3 heures, ça va devenir irregardable. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur pourquoi il ne faut pas voter pour Mélenchon. Pourquoi c'est un type dangereux, un démagogue et un mondialiste qui, en fait, met en place exactement le contraire de ce qu'il revendique faire, d'accord ? Et il ne combat pas les ennemis qu'il désigne, au contraire, il accélère leur pouvoir, voilà. C'est-à-dire le mondialisme. Et donc, voilà, j'en ai terminé. Voilà, réfléchissez, jeunesse, et votez bien. Allez, ciao. Oui, alors, dernière toute petite intervention, puisque je destinais cette vidéo aux jeunes gens. Je comprends qu'il est extrêmement déprimant de vivre dans une société où on n'arrive pas à trouver une personne qui vous représente et où on est sans cesse déçu, où à chaque fois il y a quelqu'un qui vous dit oui mais ça marche pas parce que on vous trompe. Voilà, je sais que c'est extrêmement déprimant et qu'en plus on est dans une société où tout le monde essaye d'embrouiller tout le monde. Voilà, l'idée de collectivité est de plus en plus mise à mal. Et donc il y a fatalement une espèce de malhonnêteté ambiante qui fait que tout le monde peut raconter n'importe quoi. Et donc c'est c'est malheureusement la conséquence d'un monde ultra médiatique. On n'arrive plus à savoir où est le vrai, à distinguer le vrai du faux, à savoir où est la vérité. Alors, je dis ça parce que je sais que après avoir vu cette vidéo, il y a peut-être des gens qui se diront oh, mais qui c'est ce type, il nous raconte des histoires. Bon. Tout ce que je vous ai dit, à vous de chercher. Après tout, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Mais il faut garder en tête la chose suivante. Bien que ce monde médiatique soit très difficile à vivre et que ça rend plus difficile le décryptage de la réalité, et donc de trouver un tant soit peu
une direction qui va vers la vérité. En même temps, on a beaucoup de moyens, beaucoup plus de moyens qu'avant de trouver cette vérité. Donc fatalement, ça demande un exercice de l'intelligence, de la curiosité intellectuelle, de la culture, de se cultiver, enfin bref. Et donc, j'ai fait cette vidéo dans cette intention, c'est de donner les moyens sur chaque sujet d'avoir une vision interprétative, documentée et surtout qui décrive les mécanismes. Donc à vous maintenant de vous documenter et d'aller vérifier par vous-même pour voir, non pas pour reconnaître que j'ai raison, mais simplement pour trouver cette vérité et donc comprendre que Mélenchon est pas un type bien. Voilà. Et donc, d'une manière générale, c'est cette attitude qu'il faut recommander et vanter en toute chose. Dans un monde comme le nôtre, il ne faut pas se laisser prendre par le monde des émotions. On est dans ce que moi j'appelle la République des sentiments et la République des émotions. Et à ce titre, Mélenchon est extrêmement talentueux, car c'est un grand orateur, c'est quelqu'un d'intelligent et cultivé. Et donc, il sait haranguer les foules. N'oubliez jamais que les plus grands démagogues sont les plus grands orateurs. Et ça, on le sait depuis très longtemps, hein, depuis la Grèce antique et Rome. Donc, voilà, réfléchissez-y. La référence à Rome, elle n'est pas hasardeuse. On sait que la décadence de l'Empire romain est en particulier due à ce qu'on appelle la démagogie. Allez voir dans un dictionnaire quelle est la signification profonde de démagogie. Voilà. Et que Rome en est morte. Si vous voulez sauver votre société occidentale, démocratique, républicaine, en faveur des libertés, du progrès, de la civilisation des Lumières, il faut que vous fassiez vous aussi votre boulot. Vous ne pouvez pas être que des consommateurs. Vous devez bosser, travailler et chercher. Voilà. Et pas vous fier seulement à ce que vous balancent les médias. Voilà, j'en ai fini avec mes grandes leçons. Voilà. Allez, ciao, ciao.